C'est Smart Impact, votre rendez-vous consacré à ceux qui entreprennent et qui innovent en toute responsabilité. Ravi de démarrer cette semaine avec vous le sommaire de cette demi-heure ensemble. Notre invitée dans un instant, Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France, mouvement d'entrepreneurs qui milite pour des entreprises plus sociales, plus écologiques et qui lance son Tech for Good Score, un outil de notation sociale donc et écologique de la tech. Une tech plus responsable? Oui, c'est possible. Notre invitée nous expliquera comment. Le débat à suivre est cette question: peut-on vraiment faire en sorte que les usines qui fabriquent nos automobiles soient neutres en carbone? L'automobile électrique, hybride, basse consommation, oui, c'est désormais une tendance de fond, mais sans tomber dans le greenwashing. Vous verrez qu'en matière de production, il existe aussi quelques bonnes pratiques. Et puis, on vous proposera en fin d'émission une descente de la Loire avec un aventurier un peu spécial puisqu'il est à la recherche de détritus. C'est le pari fou qu'a relevé l'explorateur Rémi Camus. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Néron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale du mouvement Impact France. On rappelle d'ailleurs en un mot ce que c'est le mouvement Impact France. Un peu plus de 6 000, 7 000 adhérents quasiment, là, c'est ça? Oui, le mouvement Impact France, c'est le mouvement qui rassemble en France tous les entrepreneurs, les dirigeants engagés dans la transformation sociale et écologique de l'économie. Donc on a des entreprises à impact que vous connaissez très bien, Biocop, La Ruche qui dit oui, 1083, Carétique, donc sur tous les enjeux. Qui sont un peu des ambassadeurs de ces sujets. Qui sont les pionniers de ces sujets, ouais. Et puis des entreprises à mission, toutes les entreprises qui aujourd'hui se tournent vers l'avenir en intégrant au cœur de leur modèle leurs enjeux sociaux et écologiques. Et justement, vous l'avez un peu dit, mais qui sont aujourd'hui les membres de votre mouvement, en tout cas la typologie d'entreprise? Parce que là, c'est quelques belles boîtes, on peut le dire, mais il y en a un peu partout dans l'agence, parce que pour qu'il y en ait 6 ou 7 000, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est quoi? C'est des grosses entreprises, c'est des TPE, c'est des artisans, c'est des PME? Aujourd'hui, on a vraiment tout type, toute taille d'entreprise qui se tournent vers ces enjeux. On a fait un sondage l'année dernière, il y a à peu près 88% des entrepreneurs français qui disent qu'ils ont une responsabilité écologique et qu'ils souhaitent y travailler. Donc en fait, on n'est pas du tout sur une niche aujourd'hui, on est sur la majorité, l'immense majorité des entrepreneurs français qui pensent que c'est un enjeu citoyen, bien sûr, mais aussi un enjeu business pour eux. Et donc partout dans les territoires, partout en France, on a des entreprises de toute taille, de tout secteur qui se tournent vers cette manière d'entreprendre et qui intègrent au cœur de leur modèle une mission sociale, une mission écologique. Alors justement, un lancement d'un système de scoring, le Tech for Good Score. Donc on s'adresse, on l'a compris, à la tech. Et alors, ce que vous voulez faire, c'est que vous allez noter d'une certaine manière, parce qu'il s'agit quand même de notation, c'est un scoring, les performances de ces entreprises, non pas sur le volet exclusivement économique ou exclusivement business, mais sur leur impact environnemental et social. Pourquoi finalement le faire maintenant ? Alors déjà, au sein du mouvement Impact France, nous avons Tech for Good France, donc le rassemblement français de toutes les boîtes de la Tech for Good, donc qui sont ceux qui ont choisi la tech, mais pour répondre à un enjeu social et écologique. C'est un peu une filiale, entre guillemets, du mouvement, la filiale tech, d'une certaine manière. C'est notre branche tech, tout à fait. Et donc, ces entrepreneurs entendent parler de plus en plus, et à tous les niveaux, jusqu'à l'Élysée, de la Tech for Good. Et on a de plus en plus d'entreprises de la tech qui intègrent cet enjeu Tech for Good dans leur manière de fonctionner, mais plus ou moins à un niveau plus ou moins important. Et en même temps, pour faire l'économie de demain, on sait qu'elle sera tech, numérique, bien sûr. On sait et on est persuadé qu'elle sera aussi sociale et écologique parce que ces transitions vont ensemble et doivent aller ensemble pour avancer. Donc, ils ont souhaité donner de la visibilité d'abord à toutes les entreprises tech qui ont envie de s'y mettre, ce sur quoi il faut s'engager, on peut s'engager pour se transformer, et puis aussi pour les entreprises qui ont envie de se lancer. Se lancer et puis qui disent aujourd'hui, qui veulent intégrer cet enjeu et qui le revendiquent, qu'elles puissent positionner à quel niveau d'engagement elles sont. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que vous le dites très bien d'ailleurs, on est là pour finalement mettre en lumière, montrer ceux qui font des efforts et qui sont plutôt vertueux en la matière, mais il ne s'agit pas de faire un scoring pour faire du name and shame et de dire lui c'est pas très bien quoi. Non, justement l'enjeu c'est de dire que tout le monde peut y aller. C'est ça. Mais par contre il faut de la transparence, il faut dire où on part et où on va. Et donc notre enjeu c'est d'aller chercher tout le monde pour le faire, mais d'être transparent pour éviter aussi ce good washing quoi, qui peut aussi exister. Mais est-ce que le scoring il est là aussi pour
D'une certaine manière, parce que parfois la tech, elle peut avoir des choses à se reprocher. Alors peut-être pas forcément les quelques petites startups vertueuses que vous avez citées, mais de manière générale, la tech parfois elle a des choses à se reprocher sur l'ensemble de ses comportements sociaux et environnementaux. Et bien sûr, en fait, déjà toutes les entreprises potentiellement ont des externalités négatives et doivent y travailler. Personne n'est parfait et même les entreprises qui sont chez nous, elles sont en phase d'amélioration. Et évidemment, la tech, l'empreinte écologique de la tech, les inégalités et l'absence de diversité dans la tech, on sait que les acteurs existants sont bien conscients de ça et sont dans des enjeux d'amélioration. Et donc l'enjeu, c'est comment ils vont pouvoir remettre ces enjeux au cœur de leurs préoccupations, donner de la visibilité sur tout ça, et puis s'inspirer et aller travailler avec les acteurs de la Tech for Good, qui sont aussi des acteurs qui ont des solutions pour s'améliorer. Alors justement, Caroline Néron, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui quand on note l'impact environnemental et social justement de la tech? C'est quoi les critères aujourd'hui de notation et de sélection justement? Alors déjà, il y a des critères qui sont ceux pour toutes les entreprises, qui sont l'enjeu d'impact environnemental, d'empreinte carbone, par exemple, de biodiversité, d'impact social, d'inclusion, de diversité, de partage aussi de la valeur et de la gouvernance. Et donc ça, c'est une partie, évidemment, du scoring. L'autre partie est totalement liée à la tech. Et c'est, comme je vous le disais, l'empreinte environnementale de la tech. Où est-ce que sont stockées les données? Quels sont les salariés qui sont les salariés tech? On sait qu'il y a un gros enjeu sur la parité de ces salariés. Comme je vous le disais, la diversité. Il y a aussi l'enjeu de quels sont les outils qu'on utilise, le reconditionnement de ces outils. Donc voilà, il y a des enjeux qui sont liés à l'entreprise. Et il y a ces enjeux presque finalement copier, mais sur l'action clé tech et les salariés et les acteurs de la tech. Et justement, les acteurs de la tech, c'est tous les acteurs de la tech aujourd'hui ou c'est seulement ceux qui sont candidats pour être notés, entre guillemets? Sous-entendu, est-ce que ce sont les quelques startups adhérentes de votre mouvement ou si vous allez aussi aller voir les GAFAM notamment? Est-ce que ça fait partie aussi du critère et du jeu, entre guillemets, que vous allez mettre en place? Bien sûr, si on fait un Tech for Good score, c'est pas pour rester entre nous et pour se dire qu'on est super. L'enjeu, c'est justement d'aller chercher tous les acteurs de la tech qui ont travaillé sur ces questions et bien sûr les GAFAM. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ceux qui créent, ceux qui, dès le départ, peuvent intégrer ces enjeux, et puis ceux qui sont existants et qui doivent se transformer. Mais est-ce que cette transformation numérique, cette transition écologique, c'est finalement pas un peu contradictoire? Parce que on voit, on l'a vu notamment avec les confinements, on était beaucoup sur les services digitaux, donc développement des serveurs qui sont consommateurs déjà d'énergie, parfois les nouvelles technologies, elles sont aussi consommatrices de métaux rares, etc. Bon, est-ce que c'est pas un peu contradictoire finalement, parce que plus on aura de développement technologique, plus on aura ces problématiques, ces externalités négatives, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, alors de toute façon, quand l'économie crée des externalités négatives. C'est-à-dire que, si vous voulez, même Biocop, ils ont des camions qui viennent les livrer. Donc il y a un moment, si on fait économie, on a... Mais la question, c'est comment on prend conscience de ces externalités et qu'on travaille à les baisser. Et puis après, comment, au-delà de ça, on intègre des missions sociales et écologiques dans le cœur de ce modèle. C'est-à-dire comment la tech peut servir aussi au bien commun. Et on a vu que c'est un outil qui peut être extrêmement précieux, aussi en temps de crise, mais qui peut apporter des solutions nouvelles à des problématiques actuelles. Et c'est bien perçu justement ça par les entreprises? Vous avez déjà des premiers retours? Comment est-ce qu'ils perçoivent justement ces choses-là? Alors, c'est pas pour rien qu'on l'a sorti à Vivatech et on est très en lien avec Vivatech. C'est parce que c'est la prise de conscience d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Elle traverse principalement la tech parce qu'on a des entrepreneurs assez jeunes, effectivement, et qui finalement ont besoin aussi que les règles du jeu soient posées et d'avoir une visibilité sur ce qu'il faut faire. Donc, pour l'instant, on a plutôt de très bons retours d'acteurs qui sont un peu intéressés par ces questions et qui ne savaient pas trop comment le prendre. Après, l'enjeu, comme vous le dites, c'est celui d'aller travailler avec les GAFAM et d'aller voir comment les acteurs dominants
intègre ça, voit ces critères, et Bien ça, sûr. c'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, et donc ça s'appelle le Tech for Good Score, on en entendra bien évidemment parler. C'est quoi l'idée après? C'est de donner un classement annuel tous les ans, quelque chose comme ça? C'est quoi un peu le côté données de résultats finalement? Alors, ce qui est important pour nous, c'est deux choses. C'est d'abord effectivement de démystifier et de pouvoir Bien du sûr. coup montrer ce que les gens Accéder à font. l'information. Accéder à l'information pour les consommateurs, les salariés, Évidemment. c'est très important. Oui. La deuxième chose, c'est aussi potentiellement de faire bouger les pouvoirs publics autour de ça. Pourquoi? Parce que pour que les pouvoirs publics puissent encourager Évidemment. les acteurs les plus engagés. Et par exemple, on est en échange avec la BPI ou avec le cabinet de Cédric O pour intégrer ces critères dans les politiques publiques de demain. En un mot, très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 10 secondes, vous organisez les 26-27 août prochains les universités d'été de l'économie de demain. Tout à fait. Très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les acteurs, les entrepreneurs engagés ont élaboré depuis quelques mois des propositions concrètes pour accélérer la transformation de l'économie sur une multiplicité de secteurs, santé, solidarité, territoire et évidemment Tech for Good. Et ils vont présenter à des grands chefs d'entreprise, des grands décideurs économiques et politiques, ces propositions pour en débattre et pour avancer ensemble. Et c'est sur le même timing que les universités d'été du MEDEF. Vous voulez donc faire passer un message, Caroline Néran. Ça se chevauche. Merci Mais Geoffroy beaucoup. Roux de Bézieux sera aussi aux universités d'été de l'économie de demain Et a invité notre présidente. Donc, merci beaucoup. comme ça qu'on pollinise l'économie. C'est pas faux. Merci beaucoup, Caroline Néran, d'être venue nous voir, Merci directrice générale du mouvement Impact France sur Bismart. C'est désormais une tendance de fond. Impossible de parler automobile sans parler évidemment environnement. Rien qu'en 2020, plus d'un véhicule sur 10 vendu en Europe était soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride à batterie. Oui, mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des usines qui fabriquent ces véhicules? Sont-elles véritablement neutres en carbone, comme le clament certains constructeurs? S'il y a évidemment, indéniablement, des efforts en la matière, quelle est la part finalement de communication aussi un petit peu dans tout cela? On va en parler avec nos invités. Aurélien Schuller, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en charge du pôle mobilité et du pôle énergie chez Carbone 4, cabinet de conseil dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec Vincent Saliment. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, président du directoire de BMW Groupe France, marque automobile que l'on ne présente pas, évidemment marque avec un S d'ailleurs, BMW et Mini, qui se porte bien d'ailleurs, je le disais, bon premier trimestre dans le monde et en France. Parenthèse très rapide justement, mais puisqu'on parle un petit peu de ces sujets, les modèles électrifiés de BMW et Mini aujourd'hui, ça donne quoi en termes de volume d'activité pour vous? Alors cette année, ça va représenter un tiers de nos ventes. Un tiers. BMW Groupe France, c'est 3 marques, vous le disiez tout à l'heure, marques au pluriel, BMW Mini et BMW Motorrad, du 2 roues. On a du 100% électrique et de l'hybride rechargeable sur les 3 marques. Et globalement, on sera à un tiers de nos ventes aujourd'hui. Pourquoi autant? Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, parce qu'on a commencé très tôt. En fait, vraiment, le BMW Groupe France est un acteur engagé dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le développement de la mobilité durable. Et il y a 50 ans qu'on a créé notre première direction du développement durable. Et justement, comment ça se traduit aujourd'hui sur la fabrication, sur la conception de vos modèles? Alors, sur la production d'ailleurs, plus que sur la conception, parce que c'est évidemment deux choses différentes. Comment vous regardez ce sujet-là aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que justement, contrairement aux autres constructeurs, on ne regarde pas uniquement les émissions de CO2 et le carbone à l'usage. On a une approche sur la totalité de la chaîne de valeur. On travaille avec nos partenaires pour progresser sur l'approvisionnement. On s'engage à baisser les émissions de CO2 sur la production et ensuite on regarde à l'usage et on va même au recyclage. Et nous nous sommes engagés dès maintenant à baisser d'un tiers, de 33%, nos émissions de CO2 entre aujourd'hui et 2030. Vous n'avez pas, comme certains constructeurs le clament haut et fort, des usines zéro carbone, neutres en carbone. Alors, nous avons, et soyons pragmatiques, soyons réalistes, on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, exactement. Nous avons des usines, depuis l'année dernière, qui sont 100% alimentées en énergie renouvelable. C'est de l'hydraulique, du photovoltaïque ou de l'éolien. Et ensuite, en fin d'année,
nous aurons des usines qui seront neutres en carbone, mais c'est vrai que l'énergie renouvelable fait que ça permet d'économiser des émissions de CO2, mais il y a quand même de la génération de chaleur, donc il y a quand même du CO2, et pour ça on achète des certificats, on achète des programmes qui permettent de baisser. Je vais juste vous donner un exemple, c'est qu'on participe sur un programme en Inde pour faire en sorte que la cuisine ne se fasse plus avec du bois brûlé tout simplement, qui émet beaucoup de CO2 et qui abîme la santé des enfants, mais pour faire en sorte de leur produire des outils qui soient modernes en termes de cuisine. Alors justement, Régnier Schuller, vous nous dites dans beaucoup de vos travaux chez Carbone 4 que oui, il y a des efforts qui sont faits en matière de production d'automobiles, mais une usine auto aujourd'hui neutre en carbone, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Alors, je précise que ce n'est pas seul Carbone 4 qui crie dans son coin sur ce sujet-là. Évidemment. C'est une position qui a été reprise notamment par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique en France, mais aussi par une initiative de l'ONU au sein de la Convention cadre sur le changement climatique. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'un objet, que ce soit un site, une voiture, ne peut pas être neutre stricto sensu. Et on le dit de façon... avec beaucoup de précautions, parce qu'on ne veut pas non plus tuer dans l'œuf, jeter le bébé avec l'eau du bain sur les efforts vertueux qui sont faits par les entreprises. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. On dit juste aux acteurs les plus vertueux, vous avez tout intérêt à faire attention dans cette communication-là, parce que certains de vos concurrents pourraient faire du neutral washing, alors que vous, si vous êtes vertueux, soyez rigoureux dans la façon dont vous vous engagez pour contribuer à la neutralité carbone. Parce qu'en fait, c'est une question de communication aujourd'hui, et même finalement une question de quel curseur, quelle définition on apporte au terme de neutralité carbone, en fait. C'est une question de définition, tout à fait, parce qu'à ce jour, la neutralité carbone est uniquement définie par les scientifiques à l'échelle de la planète, et c'est repris dans l'accord de la COP21 à Paris sur le climat tel quel, dans l'article 5. Neutralité, pour expliquer à vos téléspectateurs, c'est l'équilibre entre ce qu'on met dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre et ce qu'on en enlève. Et ça doit être atteint à l'échelle planétaire à horizon 2050. Ça pèse quoi aujourd'hui dans l'impact carbone de l'auto, la fabrication ? Alors, tout dépend du type de motorisation. Pour un moteur, une voiture à moteur thermique, ça va être de l'ordre de 5 à 6 tonnes de CO2. Alors, ça ne parle pas forcément en termes de volume, mais si on parle de proportion, ça va être 20 à 30% de l'empreinte carbone au total de la voiture, en tenant compte de ça, de son utilisation, où elle va utiliser des carburants et émettre lors de l'usage. Mais c'est des paramètres un peu aléatoires, parce qu'effectivement, il y a la motorisation, la durée de vie, le nombre de kilomètres qu'on roule, j'imagine, ce genre de choses qui... Pas tout à fait aléatoire, mais c'est à l'usage. C'est effectivement à l'usage. Vous avez calculé justement ça chez BMW à peu près ? Alors, nous, il y a un élément important, c'est que, parce que vous parliez de communication, et justement l'approche du BMW Group est de dire que nous ne devons pas valider nos annonces, nous devons le faire valider par des tiers, donc des sociétés de conseil, ou en l'occurrence, nous, on est sur un programme qui est le Science Based Target. En fait, c'est un index qui permet de valider nos objectifs, et je vous le disais tout à l'heure, moins un tiers d'émissions de CO2 sur la totalité de la chaîne de valeur d'ici 2030. C'est 200 millions de tonnes de CO2, c'est un tiers de la consommation française qui ne sera pas émise. Et ça, c'est pour les usines, pardonnez-moi, mais en France, en Europe, partout dans le monde ? C'est dans le monde, c'est global, et sur toute la chaîne de valeur. Donc aussi en travaillant avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, et on va même plus loin, puisque nos engagements et nos réalisations, parce qu'il faut du pragmatisme, il faut du réalisme, nous le mettons dans notre rapport annuel de gestion. C'est-à-dire que notre expert comptable, notre commissaire aux comptes, nos tiers, quand ils valident les comptes, ils valident aussi les chiffres que nous annonçons en termes d'économie d'émissions de CO2. Mais est-ce que c'est pas quand même compliqué aujourd'hui finalement à quantifier tout ça ? Parce que il y a beaucoup de paramètres, les fournisseurs, l'acheminement, la production, les motorisations. Est-ce que finalement, ça reste quand même pas finalement des grands exercices de communication ? Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué de le quantifier très précisément ? Comment vous faites, par exemple, vous, très précisément, pour dire, sur tel critère, on est bon, sur tel critère, on est un peu moins bon ? Et, en fait, Julien, moi, je vous dirais, est-ce qu'il est important de quantifier ou est-ce qu'il faut mettre en place ? Est-ce qu'il faut agir ? Bien et sûr. en l'occurrence, la priorité quantifiée, il y a des experts qui sont là pour ça. Je suis sûr qu'Aurélien peut le faire, il rentrera dans les détails. Mais moi, en tant que patron d'un groupe qui développe la mobilité, et on a besoin, on n'est pas tous dans Paris, on n'a pas tous des trottinettes, des vélos. Moi, 70% de mes ventes se font dans les territoires, en dehors des grandes villes. Donc, il faut assurer la mobilité. Et ce qui est important, c'est de travailler dans le sens d'une baisse des émissions de CO2, dans le sens ou vers une neutralité carbone, parce que cette mobilité en a besoin, et il faut avoir une approche incitative surtout et pas punitive. Et là, c'est un autre point. Mais en tout cas, il faut accompagner nos clients et nos prospects pour être
proactif et volontaire dans cette direction. Et justement, Aurélien Schuller, si on devait faire, j'allais dire, un panorama de ces usines, presque finalement toutes marques confondues de ce secteur-là, c'est quoi les grands efforts, les grandes initiatives qui sont prises et qui sont finalement maintenant assez actées ? Je ne vous dirai pas précisément qu'est-ce qui est fait, mais je peux vous dire les grands principes d'une action pour réduire ces émissions. Il y en a déjà une qui a été citée par M. Salimon, c'est la fourniture d'énergie moins carbonée. Alors avec une petite nuance quand même que j'apporterai sur la consommation d'électricité, oui. Parce qu'il y a un petit artifice comptable, alors il ne faut pas trop s'apesantir sur la comptabilité et aller dans l'action, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais attention à ce point-là, qui est que quand on se fournit avec un certificat d'énergie renouvelable, en fait on n'en reste pas pour autant connecté sur la plaque électrique française ou européenne en fonction d'où est située l'usine, et on dépend de moyens de production d'électricité qui ne sont pas forcément renouvelables, parce que quelle que soit l'heure de la journée, l'usine va avoir besoin d'électricité, évidemment, alors que les moyens renouvelables vont être variables dans la production. Pourquoi aujourd'hui, Vincent Salimon, on fait ces efforts-là ? C'est une demande du consommateur, c'est une exigence en termes de personnel peut-être aussi, c'est aussi une question de marketing. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur cette voie-là ? Alors, la première raison, c'est qu'on en a besoin. De toute façon, il faut lutter contre le réchauffement climatique parce qu'il y a l'accord de Paris. Et nous sommes engagés dans le cadre de l'accord de Paris. Et nous travaillons avec nos partenaires justement pour pouvoir respecter ces engagements. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est que oui, les clients le réclament. Effectivement, les clients veulent rouler, et les prospects veulent rouler vertueux. Ils veulent un plaisir de conduire, le plaisir de conduire BMW, mais augmenter. Et cette augmentation va avec la préservation de l'environnement. En 30 secondes, c'est le temps qui nous reste, Aurélien Schuller. Comment est-ce que vous voyez justement évoluer ces sujets-là ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans, dans les 5 ans ? Ils évoluent massivement. Alors on l'a vu à l'échelle de la France particulièrement parce qu'il y a eu la communauté financière qui s'en est saisie comme un facteur de risque. Oui. Et pour vous dire en 2 mots, du coup on a dépassé le stade du reporting, on en est au stade de l'engagement et de la gestion du climat comme un facteur de risque si on ne fait rien. Donc, on avance et c'est finalement ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être venu nous voir. Aurélien Schuller, je rappelle que vous êtes en charge du pôle mobilité et énergie chez Carbone 4. Et Vincent Salimon, merci beaucoup d'être venu président du directoire de BMW Groupe France, aujourd'hui sur Bismart. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Naviguer en radeau sur le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est le défi que s'est lancé en juin dernier l'explorateur Rémi Camus. Et devinez quoi, il l'a fait pour la bonne cause. Bonjour Rémi Camus. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous avez donc parcouru 200 km sur la Loire, entre Nevers et Orléans, à la recherche de détritus. Et alors en fait, ça c'est parti, d'ailleurs c'est marqué sur votre t-shirt, c'est parti d'une bonne cause et surtout d'une rencontre avec un entrepreneur, c'est ça l'idée ? Voilà, Patrice Lowe qui est la personne qui a créé l'application Trashpotter, on en a discuté ensemble et je trouvais que c'était intéressant de relancer un projet, mais malheureusement avec la période Covid, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et j'aimais beaucoup la Loire parce que c'est, vous venez de le dire, le dernier fleuve sauvage qu'on a en France. 1000 km de distance, on avait de quoi s'amuser. N'est-ce pas ? Et donc, on pouvait également essayer d'entrer en contact avec la population locale et les inciter. Et on s'est dit, pourquoi pas allier aventure et puis message éco-responsable. Parce que donc l'application, il faut le préciser, un Trash Spotter, c'est une application qui permet de localiser des détritus et donc ensuite, de manière un peu citoyenne, d'aller les ramasser. C'est ça l'idée ? Exactement. Soit on fait un ramassage direct, soit alors on ne peut pas le faire parce que malheureusement, on est... Oui, c'est trop gros, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Du coup, on va géolocaliser le déchet, on va directement renseigner dans l'application ce que c'est, la quantité, si c'est accessible à pied, en voiture, etc. Et c'est directement géolocalisé sur une carte. Et ensuite, l'application contacte les agents communaux de certaines villes ou alors des associations localement implantées pour aller ramasser tous ces déchets. Et donc vous avez créé une embarcation vous-même, c'est ça, c'est un radeau, on ne peut pas le dire autrement finalement. Voilà. Pas de dérive, pas de lumière, c'est bien exactement. Radeau. Et donc l'idée, c'est que vous avez remonté le fleuve sur 200, enfin vous avez descendu le fleuve plus précisément sur 200 km. Qu'est-ce que vous avez ramassé, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors honnêtement, on était assez surpris de la qualité de la Loire au début, mais je pense que c'est parce qu'on a commencé sur une partie assez haute. Nevers, on est quand même assez haut sur la Loire. Et en fait, j'ai comparé moi la Loire un peu avec ce que j'avais vu sur le Mékong quand je l'avais descendu en hydrospeed en 2013. Sauf que la Loire, elle est à la taille de la France, que le Mékong est à la taille de l'Asie du Sud-Est. Donc on n'a pas la même quantité de déchets. Et plus on va vers l'embouchure, donc plus on se rapproche de l'océan et plus la quantité de déchets augmente. Donc au début, c'était assez simple, c'était quelques bouteilles en plastique, des canettes en aluminium. Et plus on avançait, et plus on trouvait des trucs de plus en plus incroyables. On a trouvé des bidons d'huile et on a sorti une carcasse de voiture de l'eau à
je sais pas, à peu près 50 km d'Orléans. Et donc, je pense que, vu que les agglomérations augmentent et deviennent de plus en plus grosses en longeant la Loire, eh bien forcément, on a une augmentation de la pollution. Et est-ce que par rapport à ce que vous étiez imaginé, entre guillemets, vous avez collecté plus ou moins de déchets? Est-ce que, en d'autres termes, vous avez été agréablement ou tristement surpris? Alors j'étais agréablement surpris au début, et puis plus on avançait et moins à la fin. Ouais. Et en fait, le bilan, il est mitigé. Sur un point de vue pollution, c'est catastrophique, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une pollution très très importante en tout genre. Par contre, après, sur un bilan très positif, c'est la rencontre avec les gens, et c'est ce qu'on voulait, c'était vraiment inciter les gens à venir avec nous, soit sur le radeau, soit faire des bivouacs, dormir, participer à cette aventure, et qu'il y ait un vrai message éco-responsable, passer avec du fun et beaucoup d'humour. Et ça a été un franc succès. Qu'on pouvait suivre et qu'on peut d'ailleurs toujours retrouver sur les réseaux sociaux, Exactement, sur le compte Instagram notamment. Est-ce que ça veut dire aussi que, particulièrement sur nos fleuves, sur nos rivières, peut-être la Loire ou d'autres d'ailleurs, il y a un attachement aussi des populations qui vivent au bord de ces fleuves et de ces rivières? Est-ce qu'il y a une prise de conscience et un attachement par rapport à ces sujets environnementaux? Les gens sont très chauvins. Les gens qui Très bordent la chauvin. Loire, ah oui, ils adorent ça, ils adorent leur Loire, ils adorent en parler, ils adorent nous montrer les petits coins sympas, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et effectivement, ils sont très sensibles à tout ça. Ils nous parlent de la nidification, ils nous parlent de l'environnement, de la faune, de la flore, et forcément, ils sont très très impactés. Et vu qu'ils vivent au bord de l'eau, pour eux, c'est important de le préserver. Bon, c'est quoi votre prochain défi? C'est un autre fleuve? C'est un autre pays? Qu'est-ce qui va se passer? La Loire, on aimerait bien le remettre, mais en version XXL, vraiment faire une très très grosse collecte de déchets avec le radeau qui serve principalement de plateforme flottante. Et puis après, moi, je suis en train de préparer une prochaine aventure pour août 2022 qui consiste à faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, sans assistance et en totale autonomie. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est Calvi-Monaco à la nage, ou c'est de remonter ou de descendre la Loire? En fait, ce qui était très difficile sur la descente de la Loire, c'est que le radeau ressemblait à une armoire normande qu'on devait déplacer sur la flotte. Et quand les gens, je me rappellerai toujours de cette personne qui était Martial, qui était venu au bord de l'eau pour nous interpeller, sauf qu'on était sur la rive droite, il était sur la rive gauche, et on a mis un quart d'heure pour se déplacer, tellement que c'est difficile à naviguer sur le fleuve avec uniquement 3 pagaies. Donc je ne sais pas quel est le plus dur. Bon, réponse peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas Rémi Camus d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez Thomas Hugues demain pour Smart Impact. Très belle journée sur Bismart, à très bientôt.